Deux jeunes sœurs vendant des œufs au stand de bord de route de leur ferme familiale dans l'Iowa rural ont simplement disparu un matin d'été, ne laissant derrière elles qu'une caisse vide et des questions sans réponse. Pendant des mois, leurs parents ont enduré accusations et nuits blanches, ne sachant jamais si leurs filles étaient mortes ou vivantes. Mais 3 ans plus tard, un amateur avec un aimant de pêche fait une prise inattendue dans le ruisseau local, quelque chose qui exposerait une vérité si troublante qu'elle briserait à jamais le sentiment de sécurité de toute une communauté. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers le potager alors que Grace Whitfield s'agenouillait entre les rangées de tomates, ses gants de jardinage usés déjà tachés de terre après une heure passée à arracher les mauvaises herbes. C'était mardi, juste après 9 heures, et la chaleur de l'Iowa montait déjà, promettant une autre journée torride de juillet. Elle pouvait entendre le grondement lointain du tracteur de Garrett dans le champ éloigné, le son familier qui était devenu la bande sonore de leurs 23 ans de mariage dans cette ferme. Grace s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, laissant une traînée de terre sur sa peau quand elle entendit le crissement du gravier de leur longue allée. Levant les yeux, elle vit la voiture de patrouille du shérif Daniel s'approcher, suivie de 2 véhicules banalisés qu'elle ne reconnaissait pas. Son estomac se serra instinctivement. Les voitures de police dans une ferme étaient rarement de bonnes nouvelles. Elle se leva lentement, ses genoux protestant après être restée agenouillée si longtemps, et essuya ses mains sales sur son jean délavé. Le shérif Daniels était un ami de la famille depuis des années, fréquentant la même église, achetant des œufs à leur stand de bord de route quand les filles le tenaient. Mais quand il sortit de sa voiture de patrouille, son visage portait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de gravité professionnelle et de tristesse personnelle. « Bonjour Grace », dit-il doucement en s'approchant. 2 personnes en costume émergèrent des voitures banalisées. Un homme et une femme, tous deux se tenant avec la posture rigide des forces de l'ordre. « Voici les détectives Morrison et Chen de la police d'État. Nous devons vous parler. Y a-t-il un endroit privé où nous pouvons discuter ?» La bouche de Grace devint sèche. « De quoi s'agit-il, Tom ?» Elle utilisa son prénom, espérant briser la façade officielle, mais il fit simplement un geste vers la maison. « S'il vous plaît, Grace, à l'intérieur serait mieux. » Elle les conduisit par la porte arrière dans la cuisine, ses bottes boueuses laissant des empreintes sur le linoléum qu'elle avait lavé hier seulement. Les détectives attendirent qu'elle ait sorti des chaises autour de la table en chêne usée avant de se présenter correctement. Le détective Morrison, le plus âgé des deux avec des tempes grisonnantes, prit la parole. « Madame Whitfield, il n'y a pas de façon facile de dire cela, commença-t-il, sortant une tablette de sa mallette. Ce matin, un pêcheur à l'aimant a trouvé quelque chose dans Cedar Creek. C'était un vieux bidon de lait, et quand il l'a remonté, il fit une pause, regardant le shérif Daniels qui hocha légèrement la tête. Il y avait des restes humains à l'intérieur, de petits restes. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait s'agir de votre fille en Nora. Les mots frappèrent Grace comme un coup physique. Ses jambes cédèrent et elle saisit le bord de la table de cuisine pour se soutenir, ses jointures blanches contre le bois sombre. « Non » murmura-t-elle, puis plus fort. « Non, ce n'est pas possible. Nora était quelque part là-bas. Elle et Cora, elles sont juste... » Le détective Chen, plus jeune, avec des yeux compatissants, tourna la tablette vers Grace. « Je suis désolé, mais nous avons besoin que vous regardiez ces photos. Pouvez-vous identifier ce bidon de lait ?» Grace se força à regarder l'écran. L'image montrait un bidon de lait en métal altéré, taché de rouille et couvert de boue de rivière, mais le marquage était encore visible. Farmhouse, en lettres délavées, avec l'ancien logo de leur ferme. Un simple dessin de vache que le père de Garrett avait conçu il y a 40 ans. « Oh mon Dieu !» souffla Grace. « Nous en avions des dizaines, avant de passer au réservoir de refroidissement moderne. Nous en avons vendu la plupart lors d'une vente aux enchères à la ferme, mais en avons gardé quelques-uns dans la vieille grange, je ne sais pas combien. » Morrison passa à la photo suivante. Grace aperçut quelque chose enveloppé dans une bâche bleue avec des rayures jaunes avant de devoir détourner le regard, son estomac se soulevant. De petits os, si terriblement petits, et du tissu en lambeaux qui aurait pu être... « Je ne peux pas, halta-t-elle. S'il vous plaît, je ne peux pas regarder ça. » « Le médecin légiste devra confirmer par l'ADN, dit Chen doucement, fermant la tablette. Mais les restes correspondent à un enfant de l'âge de Nora au moment de la disparition. La conservation dans le bidon scellé signifie que nous devrions pouvoir faire une identification positive. De l'extérieur vint le son du moteur du tracteur qui s'arrêtait. Grace vit Garrett sauter de la cabine, ayant repéré les voitures de police. Il courait vers la maison, sa chemise de travail flottant derrière lui. Il entra en trombe par la porte, prenant en compte la scène, les officiers, le visage frappé de grâce, et son expression passa de la confusion à l'effroi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Grace ?» Le shérif Daniel se leva. « Garrett, vous devriez vous asseoir. »« Dites-le-moi debout, » dit Garrett, mais sa voix vacilla. Le shérif répéta la nouvelle dévastatrice, chaque mot semblant vieillir Garrett de plusieurs années. Il s'effondra dans la chaise à côté de Grace, cherchant sa main.
Où demanda-t-il d'une voix rauque. Où dans Cedar Creek? Près du vieux pont de chemin de fer, répondit Morrison. Le bidon était coincé sous des rondins submergés. Sans le pêcheur à l'aimant, il n'aurait peut-être jamais été trouvé. Le détective Chen s'éclaircit la gorge. Monsieur et Madame Whitfield, je sais que c'est un moment incroyablement difficile, mais nous devons fouiller votre propriété. Plus précisément, nous devons inventorier tous les bidons de lait restants et collecter des preuves. La tête de Garrett se redressa brusquement. Des preuves? Quel genre de preuves? Le visage de Morrison était professionnellement neutre. Le bidon de lait venait de votre ferme. Cela fait de cette propriété une scène de crime potentielle. Nous devons déterminer si le crime s'est produit ici. Vous pensez que nous... Grace ne put finir la phrase. L'implication était trop horrible. Vous pensez que nous avons tué notre propre fille? Nous devons suivre les preuves, dit Chen. Je suis vraiment désolé, mais nous avons un mandat. Comme sur un signal, d'autres véhicules commencèrent à arriver. Des techniciens de scène de crime en combinaison blanche émergèrent avec des détecteurs de métaux, des sacs à preuves et des caméras. Grace regarda, engourdie, alors qu'ils se répandaient tout sur la propriété qu'elle et Garrett avaient travaillé si dur à entretenir, traitant leur maison comme une scène de crime. « J'appelle notre avocat », dit Garrett, sa voix stable malgré le tremblement dans ses mains. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Sarah Thornton, l'avocate qui s'occupait des affaires juridiques de leur ferme depuis des années. Grace l'entendit expliquer en phrases courtes, sa voix se brisant quand il dut dire les restes de Nora. En 20 minutes, la BMW de Sarah filait dans l'allée. Elle émergea dans son costume de tribunal, toute professionnelle malgré le cadre rural. « Où est le mandat ?» furent ses premiers mots au détective. Morrison remit le document. Sarah le parcourut rapidement, son expression s'assombrissant. « Vous traitez mes clients comme des suspects dans le meurtre de leur propre fille, basé uniquement sur un bidon de lait qui aurait pu être volé de leur propriété il y a des années ? Conseillère, nous devons enquêter sur toutes les possibilités, répliqua Morrison. Vos clients ne sont pas en état d'arrestation. Nous exécutons simplement un mandat de perquisition légale. Et s'ils refusent de répondre aux questions, c'est leur droit. Mais nous préférerions la coopération. 2 filles sont toujours portées disparues. Une fille, interrompit Grace, sa voix creuse, une fille est toujours portée disparue. Cora, mon bébé Cora est toujours là quelque part et maintenant, elle ne put continuer. Sarah posa une main protectrice sur l'épaule de Grace. Mes clients coopéreront pleinement à la perquisition, mais tout interrogatoire se fera en ma présence. Et si vous prévoyez de les emmener au poste, nous aimerions qu'ils viennent volontairement, intervint Chen, pour fournir des échantillons d'ADN pour comparaison et donner des déclarations formelles sur les bidons de lait et qui auraient pu y avoir accès. Absolument pas, dit Sarah fermement. Pas aujourd'hui. Mes clients viennent d'apprendre que leur fille est morte. Ils ont besoin de temps pour assimiler cette tragédie. Soit vous les arrêtez avec un motif valable, soit vous les laissez faire leur deuil en paix. Les détectives échangèrent des regards. Morrison hocha lentement la tête. Nous terminerons notre perquisition et serons en contact. Mais nous aurons besoin de ces déclarations bientôt. Grace regarda les techniciens de scène de crime photographier leur grange, leur poulailler, même la vieille cave à légumes. Ils mettaient en sac des échantillons de sol, comme si la terre elle-même pouvait contenir des preuves du sort de ces filles. 3 ans sans savoir, 3 ans d'espoir contre tout espoir, et maintenant ceux-ci, Nora partis, trouvés jetés dans le ruisseau comme des ordures, et la police les traitant comme des suspects, au lieu de parents en deuil. « Tom, dit-elle au shérif Daniels alors qu'il se préparait à partir, vous nous connaissez depuis 15 ans, vous savez que nous ne ferions jamais... Je sais, Grace, dit-il doucement, la douleur évidente dans ses yeux. Mais je dois suivre la procédure. La police d'État est responsable de cette affaire, je suis juste... Il s'interrompit, puis posa une main douce sur son épaule. « Je suis tellement désolé, pour Nora, pour tout ça. » Alors que le shérif s'éloignait, Grace vit le camion de leur voisin ralentir, au bout de l'allée, Walter Brennan tendant le cou pour voir ce qui se passait. Les voitures de police, le ruban de scène de crime qui s'enroulait autour de leur grange, d'ici ce soir, tout le comté saurait. Leur tragédie privée était sur le point de devenir très publique. La police était partie depuis près d'1 heure, laissant derrière elle du ruban jaune flottant autour de la grange et le fantôme de leur présence dans les traces de pneus sur la pelouse. Grace était assise sur la balançoire en bois usée du porche, son corps replié sur lui-même, tandis que Garrett se tenait rigide contre la balustrade du porche, regardant leur propriété violée. Les sacs de preuves étaient de partie, les flashs du photographe n'étaient plus qu'un souvenir. Mais le poids de ce qui avait été révélé pesait sur eux deux. Le grondement du vieux camion Ford de Walter Brennan brisa leur silence choqué. Grace leva les yeux pour voir leur voisin entrer dans l'allée, son véhicule soulevant de la poussière dans la chaleur de la fin d'après-midi. Walter était leur voisin depuis plus de 20 ans, sa limite de propriété longeant la leur sur près d'1,5 km. Il avait été un bon ami pendant toutes ces années,
Le genre de voisin qui se présentait pour aider pendant la récolte sans qu'on le lui demande, qui vérifiait leurs animaux quand ils prenaient leurs rares vacances. Le visage de Walter était déjà gravé d'une véritable inquiétude alors qu'il descendait de son camion. À 62 ans, il se déplaçait avec la démarche prudente d'un homme qui avait passé sa vie à faire du travail physique, ses articulations lui rappelant chaque poteau de clôture enfoncé et chaque balle de foin soulevée. Alors qu'il montait les marches du Porsche, Grace pouvait voir l'inquiétude creuser les rides autour de ses yeux. « Grace Garrett ?» dit-il, enlevant sa casquette John Deere. « J'ai vu toutes les voitures de police depuis mon champ est. Il devait y en avoir une douzaine. Qu'est-ce qui s'est passé, pour l'amour de Dieu ?» Grace essaya de parler mais trouva sa gorge fermée par l'émotion. Les larmes qu'elle avait retenues depuis le départ de la police débordèrent soudainement. Garrett se déplaça à ses côtés, sa main sur son épaule, et répondit pour eux deux. « Ils l'ont trouvé, Walter. Ils ont trouvé Nora. » Le visage buriné de Walter devint blanc de choc. « Trouvé ? Où ? Comment ? » « Dans Cedar Creek, » parvint à dire Grace entre ses sanglots. « Un pêcheur allemand a remonté un vieux bidon de lait ce matin. Notre bidon de lait. Elle était à l'intérieur. » Les jambes de Walter semblèrent céder, et il s'assit lourdement dans la chaise en osier en face d'eux, ses mains agrippant les accoudoirs si fort que ses jointures devinrent blanches. « Seigneur, murmura-t-il. Oh, Grace, Garrett, je ne peux pas imaginer ce que vous traversez. » Il resta silencieux un long moment, son regard distant. Quand il parla à nouveau, sa voix était rauque d'émotion. « Quand j'ai perdu Daniel dans ce silo à grains, ça a failli me tuer. Mais au moins, » il s'arrêta, avalant difficilement. « Au moins j'ai pu enterrer mon fils. J'ai pu dire au revoir. Vous avez passé 3 ans sans savoir ce qui était arrivé à vos filles. Et maintenant ça. » Grace remarqua comment les mains de Walter tremblèrent légèrement alors qu'il parlait de Daniel. Son fils avait 24 ans quand l'accident s'était produit il y a 5 ans. Un jeune homme qui commençait tout juste à prendre plus de responsabilités à la ferme. Le silo à grains avait mal fonctionné et Daniel avait suffoqué avant que quiconque puisse l'atteindre. Elle se souvenait d'avoir assisté aux funérailles, comment Walter était resté seul à la tombe après que tout le monde soit parti, ses épaules secouées de chagrin. Sa femme l'avait quitté l'année avant la mort de Daniel, incapable de supporter son problème d'alcool qui s'était développé après qu'une mauvaise récolte les ait presque ruinés. « La police ?» dit Walter, se ramenant au présent. « Tous ces gens de la scène de crime. Ils ne pensent pas que vous… » « Si, » dit Garrett amèrement. « Le bidon de lait venait de notre ferme, donc nous sommes suspects. Ils nous traitent non comme si nous avions tué notre propre fille. » Le visage de Walter rougit d'indignation. « C'est insensé. N'importe qui vous connaît, comment peuvent-ils même penser une telle chose ? Ils doivent suivre les preuves, » dit Grace d'une voix creuse, répétant les mots du détective. « Les preuves qui disent que quelqu'un a mis notre bébé dans notre bidon de lait et l'a jeté dans le ruisseau comme des ordures. » Le soleil de fin d'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose qui auraient été belles n'importe quel autre jour. Walter les regarda tous les deux, puis se leva avec décision. « Vous ne devriez pas être seul en ce moment, » dit-il fermement. « Et je sais que vous n'êtes pas en état de penser aux animaux. Je m'occuperai de la nourriture du soir. Je sais où tout se trouve. » « Walter, vous n'avez pas à… » commença Garrett, mais Walter l'interrompit d'une main levée. « C'est ce que font les voisins. De plus, je sais exactement ce qui doit être fait. Ces chevaux ont besoin de leur grain, les poules doivent être enfermées pour la nuit, et cette vieille jument à vous, Buttercup, n'est-ce pas? Elle a besoin de cette nourriture spéciale pour ses dents. » Grace parvint à un faible sourire malgré tout. Walter connaissait effectivement leur ferme presque aussi bien qu'eux. Il les avait aidés assez souvent au fil des ans, et ils avaient rendu l'appareil tout aussi souvent. « Votre livraison de nourriture est prévue pour demain matin, n'est-ce pas ?» continua Walter. « Je peux être là pour la recevoir si vous devez vous occuper des arrangements funéraires ou des questions juridiques. » Le mot « funérailles » frappa Grace comme un coup physique. Ils devraient enterrer leur fille, planifier un service, choisir un cercueil assez petit pour les restes qui avaient été entassés dans un bidon de lait. De nouvelles larmes roulèrent sur ses joues. Walter se déplaça autour de leur propriété avec la facilité familière de quelqu'un qui y était venu d'innombrables fois. Grace regarda depuis le porche alors qu'il se dirigeait vers la grange, pas celle enveloppée de rubans de scène de crime, mais la plus récente où ils gardèrent la nourriture. Il savait exactement quel baril contenait la nourriture pour poules, quel sac était pour les chevaux. Il se souvenait même que Buttercup avait besoin de la nourriture senior avec des suppléments ajoutés pour ses dents et articulations vieillissantes. Alors qu'il travaillait, se déplaçant entre le poulailler et le pâturage des chevaux, Grace se trouva reconnaissante de sa présence. La routine des tâches de la ferme, même effectuée par quelqu'un d'autre, fournissait un tout petit peu de normalité dans une journée qui avait brisé leur monde. Walter venait juste de fermer la porte du poulailler, s'étant assuré que toutes les poules étaient en sécurité à l'intérieur pour la nuit, quand un autre véhicule tourna dans leur allée. Celui-ci se déplaçait plus vite que l'approche prudente de Walter, le gravier giclant alors qu'il freinait fort près de la maison.
Le logo de Chanel 7 sur le côté de la camionnette fit chuter l'estomac de Grace. La journaliste Kelly Martinez sauta dehors avant que la camionnette ne se soit complètement arrêtée. Son caméraman juste derrière elle hissant déjà son équipement sur son épaule. Martinez était jeune, peut-être fin vingtaine, avec des cheveux foncés, parfaitement coiffés, qui semblaient être impossiblement entretenus dans la chaleur rurale de l'Iowa. Ses yeux s'allumèrent quand elle vit Grace et Garrett sur le porche. « Monsieur et Madame Whitfield !» cria-t-elle, se précipitant vers eux avec son microphone. « Kelly Martinez, Channel 7 News, pourrions-nous avoir juste un moment de votre temps concernant la découverte de ce matin ?»« Non !» dit Grace immédiatement, se levant. « S'il vous plaît, partez. C'est une propriété privée et nous vous demandons de partir. » Mais Martinez était déjà au bas des marches du Porsche, l'objectif de son caméraman braqué sur eux. « Je comprends que c'est difficile, mais le public mérite de savoir. » Garrett posa sa main sur l'épaule de Grace, un geste qui aurait pu être réconfortant ou restrictif. « Nous pouvons répondre à quelques questions, dit-il doucement. Grace le regarda avec surprise, mais vit quelque chose dans ses yeux, peut-être le besoin de faire entendre leur version, de repousser le récit qui se formait déjà. Le sourire professionnel de Martinez s'élargit. « Merci. D'abord, pouvez-vous confirmer que les restes humains trouvés dans Cedar Creek ont été identifiés comme étant votre fille Nora ?»« L'identification n'est pas encore officielle, dit Garrett prudemment. Mais oui, on nous a dit que les restes étaient probablement ceux de notre fille. Et le bidon de lait dans lequel ils ont été trouvés, il venait de votre ferme ?» Grace vit le piège immédiatement, mais Garrett avait déjà hoché la tête. « Nous avions beaucoup de ces bidons il y a des années, nous en avons vendu la plupart. » L'expression de Martinez changea, devenant plus dure, plus prédatrice. « Avez-vous des commentaires sur les accusations selon lesquelles vous auriez assassiné votre propre fille ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Grace sentit ses genoux faiblir à nouveau. « Quelles accusations ?» demanda Garrett. « Qui fait des accusations ? Des sources proches de l'enquête disent que vous êtes traités comme des suspects, que la police a fouillé votre propriété à la recherche de preuves. Martinez se rapproche. « Où cachez-vous la deuxième fille, monsieur Whitfield ? Où est Cora ? Comment osez-vous, halta Grace, comment osez-vous venir ici et... Est-il vrai que vous avez souscrit une importante police d'assurance-vie sur les deux filles quelques mois seulement avant leur disparition ?» continua Martinez sans relâche. « Que vous aviez des problèmes financiers avec la ferme ? Sortez de notre propriété, dit Garrett, sa voix dangereusement basse. Maintenant. » Martinez tint bon un autre moment, la caméra toujours en marche. « Le public tirera ses propres conclusions de votre refus de répondre, dit-elle froidement, puis fit finalement signe à son caméraman de baisser son équipement. Alors que la camionnette de nouvelles s'éloignait, Grace remarqua que le camion de Walter s'était arrêté au bout de leur allée. Il avait observé toute la rencontre. Après un moment, son camion continua lentement sur la route, les laissant seuls avec la réalisation dévastatrice qu'au lieu de pouvoir faire le deuil de la mort de leur fille en paix, ils devraient maintenant se défendre contre des accusations de meurtre. À 19h, l'obscurité tombait sur les terres agricoles de l'Iowa, les dernières traces de coucher de soleil orange s'estompant en violet profond. Grace et Garrett avaient passé la dernière heure en silence, chacun perdu dans son propre chagrin, quand le camion de Walter remonta leur allée. Ses phares balayèrent le porche où ils étaient toujours assis, incapables d'avancer, avec une routine de soirée normale. Walter descendit, sa silhouette se profilant contre la lumière de la cabine de son camion. « J'ai déjà pris soin de vos poules et chevaux » cria-t-il en s'approchant. « Tout le monde a été nourri et abreuvé, le poulailler est bien fermé. »« Merci Walter, dit Garrett, sa voix rauque des émotions de la journée. Nous devrions vous payer pour... »« N'y pensez même pas, interrompit Walter, bien que j'ai remarqué que votre réserve de grains est assez faible. La livraison de demain aidera, mais vous aurez besoin de quelque chose pour la nourriture du matin. J'ai plein de stock dans ma grange, pourquoi ne viendriez-vous pas chercher quelques sacs pour vous dépanner ?» Garrett commença à se lever. « Je vais venir avec vous ?»« Non, dit Grace soudainement, se levant. « J'irai. » Quand Garrett la regarda avec inquiétude, elle ajouta « J'ai besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Je ne peux plus rester assise ici. »« Grace, tu devrais te reposer, » protesta Garrett. « Aujourd'hui a été... »« Je sais ce qu'aujourd'hui a été, » dit-elle brusquement, puis adoucit son ton. « S'il te plaît, j'ai besoin de garder mes mains occupées ou je vais complètement m'effondrer. » Garrett comprenait ce besoin, le désir désespéré de faire quelque chose de pratique, quelque chose de normal, quand votre monde avait été brisé. Il hocha la tête à contre-cœur. Grace monta dans le camion de Walter, l'odeur familière de poussière de nourriture et de vieux cuir étrangement réconfortante. Ils parcoururent la courte distance jusqu'à sa propriété en silence, les phares du camion coupant à travers l'obscurité grandissante. La grange de Walter se dressait devant eux, une structure massive qui se tenait depuis près d'un siècle, altérée mais solide. À l'intérieur, une seule ampoule aérienne projetait des ombres dures sur le sol de terre battue et les murs bordés d'équipements. La grange sentait le foin et l'huile moteur, les odeurs d'une ferme en activité.
Walter la conduisit à la zone de stockage de nourriture, montrant plusieurs sacs de grains de 50 livres. « Cela devrait vous faire tenir quelques jours » dit-il, soulevant le premier sac. « Tenez, prenez ce bout. » Grace se déplaça pour l'aider, reconnaissante pour la tâche physique. Ils travaillèrent ensemble pour charger le premier sac dans le plateau de son camion, puis retournèrent pour un autre. Alors que Walter atteignait le deuxième sac, les yeux de Grace errèrent dans l'espace familier. C'est alors qu'elle le vit. Un rouleau de bâche de travail bleu caché derrière un vieux cultivateur, les rayures jaunes distinctives, visibles même dans la lumière tamisée. L'image de la tablette du détective s'écrasa dans son esprit avec une clarté violente. La petite forme enveloppée dans cette même bâche bleue, avec des rayures jaunes, la façon dont le plastique s'était dégradé après des années dans l'eau, mais tenait toujours son terrible secret. Son bébé, sa Nora, enveloppée et jetée comme... Le monde bascula. Grace trébucha en arrière, sa vision grisonnant sur les bords. Elle tendit aveuglément la main pour se soutenir, mais jugea mal la distance, sa tête heurtant durement une poutre en bois basse. La douleur explosa sur son front et elle se sentit tomber. « Grace !» Walter lâcha le sac de grains et se précipita vers elle, l'attrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien ?» Elle toucha son front et ses doigts revinrent collants de sang. Une petite coupure, mais les blessures à la tête saignent toujours abondamment. « La bâche !» parvint-elle à dire, pointant d'une main tremblante. « C'est la même dans les photos, enroulée autour ?» La compréhension se fit jour sur le visage de Walter. Il avait l'air frappé, alors qu'il l'aidait à s'asseoir sur un seau renversé. « Oh mon Dieu, Grace, je suis désolé. Je n'ai pas pensé. Laissez-moi mettre ça hors de vue. » Il se déplaça rapidement vers la bâche, l'enroulant plus serré et la poussant derrière d'autres équipements où elle ne pouvait pas être vue. Quand il revint, il avait un vieux chiffon propre dans la main qu'il pressa doucement sur son front. « Je suis tellement désolé que vous ayez dû voir ça, » dit-il, sa voix pleine de remords sincères. « J'utilise ces bâches pour tout ici. Couvrir l'équipement, tapisser le plateau du camion. Je n'ai jamais pensé à comment cela pourrait, après ce que vous avez vu aujourd'hui. » Grace tenait le chiffon sur sa tête, la douleur aiguë l'ancrant d'une certaine manière dans le moment présent. « Ce n'est pas votre faute. Ils vendent ces bâches dans chaque quincaillerie du comté. C'est juste, le voir a tout ramené. » Walter s'accroupit à côté d'elle, son visage buriné, plissé d'inquiétude. « Peut-être que nous devrions vous ramener à la maison. Garrett s'inquiétera si nous sommes partis trop longtemps. » Grace hocha la tête, soudain épuisée. Ils chargèrent un sac de grains de plus en silence, Walter faisant la plupart du travail tout en gardant un œil vigilant sur elle. Alors qu'il se préparait à partir, il éteignit la lumière de la grange, les plongeant dans l'obscurité brisée seulement par les phares du camion. « J'enlèverai le reste de ces bâches d'ici demain », dit Walter doucement alors qu'il l'aidait à monter dans le camion. « Je n'aurai rien autour qui pourrait vous rappeler. » De retour à la maison, Garrett remarqua immédiatement le sang sur le front de Grace alors qu'elle franchissait la porte de la cuisine. Son visage, épuisé, passa à l'alarme alors qu'il sautait de la table où il était assis, la tête dans les mains. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il se déplaça pour examiner la coupure, inclinant doucement son visage vers la lumière. « Je vais bien, » dit Grace, bien qu'elle le laissât la guider vers une chaise. « Je me suis cogné la tête sur une poutre dans la grange de Walter. C'est juste une petite coupure. » Garrett récupéra la trousse de premiers soins sous l'évier, la même qu'ils avaient utilisée d'innombrables fois pour les genoux écorchés et les blessures mineures des filles. Ses mains étaient douces alors qu'il nettoyait la plaie avec de l'antiseptique, bien que Grace grimaçât à la piqûre. « Comment t'es-tu cogné la tête ?» demanda-t-il, appliquant un petit pansement. Grace hésita, puis expliqua avoir vu la bâche bleue avec des rayures jaunes, comment cela avait déclenché le souvenir des photos de preuve. La mâchoire de Garrett se serra alors qu'elle parlait, ses mouvements devenant plus rigides. « Ces photos, dit-il doucement, je ne peux pas arrêter de les voir non plus. Notre bébé, enveloppé dans du plastique comme... » Il ne put finir. Ils restèrent assis en silence alors qu'ils rangeaient les fournitures de premiers soins, tous deux perdus dans l'horreur de ce qui avait été fait à leur fille. À 20h, Garrett s'était déplacé sur le canapé, disant qu'il avait juste besoin de reposer ses yeux un moment. En quelques minutes, l'épuisement émotionnel de la journée l'avait plongé dans un sommeil profond. Grace regarda son visage se détendre, les lignes de chagrin temporairement lissées. Elle le couvrit avec la courte pointe que sa mère avait faite il y a des années, celle pour laquelle les filles se disputaient pendant les soirées cinéma. Grace retourna à la table de la cuisine, mais ne put se résoudre à manger. Le plat mijoté que leur ami de l'église avait déposé cet après-midi restait intact dans le réfrigérateur. Son estomac se retournait à la pensée de la nourriture. Au lieu de cela, elle s'assit avec ses mains enroulées autour d'une tasse de café froid, ses pensées spiralant dans des endroits sombres. Quelqu'un avait tué sa petite fille. Quelqu'un avait pris Nora et... Elle se força à affronter la réalité. L'avait découpée pour la faire entrer dans ce bidon de lait.
Le médecin légiste avait été clinique à ce sujet lors de leur brève consultation téléphonique, parlant de démembrement et de conditions de conservation, mais tout ce à quoi Grace pouvait penser était le petit corps de sa fille, comment quelqu'un avait fait des choses si indicibles pour la faire entrer dans ce récipient métallique. La maison semblait oppressivement silencieuse. À cette heure, les filles auraient dû se préparer pour le lit. Il devrait y avoir le son de l'eau qui coule à l'étage alors qu'elles se brossent les dents, des disputes sur qui doit mettre la table pour le petit déjeuner, le doux murmure de Gareth lisant des histoires pour dormir. Nora avait adoré les livres de la petite maison, demandant toujours juste un chapitre de plus. Cora préférait les livres d'images sur les animaux, faisant faire toutes les voix à Gareth. Maintenant, il n'y avait rien d'autre que le tic-tac de l'horloge de cuisine et les ronflements doux de Gareth depuis le salon. Par la fenêtre de la cuisine, Grace aperçut des phares se déplaçant le long de la route d'accès arrière de Walter, le chemin de terre qui longeait l'arrière de sa grange et se connectait à l'ancienne route du comté. Les lumières s'arrêtèrent et s'éteignirent près de sa grange. Walter faisait probablement son entretien d'équipement du soir, réalisa-t-elle. Il avait toujours été une créature d'habitude, vérifiant ses machines chaque soir, s'assurant que tout était prêt pour le travail du lendemain. Elle pensa à la façon dont Walter avait maintenu ses routines même après avoir perdu Daniel. Il lui avait dit une fois que la prévisibilité de la vie à la ferme l'avait sauvé après la mort de son fils. Les animaux avaient toujours besoin d'être nourris. Les cultures avaient toujours besoin d'être entretenues. L'équipement avait toujours besoin d'être entretenu. Le rythme de la vie à la ferme ne s'arrêtait pas pour le chagrin. Grace regarda à nouveau Gareth. Il dormait si profondément, plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. Aujourd'hui, il avait vieilli de plusieurs années en quelques heures seulement. Elle ne pouvait pas supporter de le réveiller, mais son esprit ne cessait de tourner, tournant autour des arrangements funéraires qui devraient être faits. Ils auraient besoin de la remorque à plateau de Walter pour transporter les chaises de l'église pour le service. Leur propre camion n'était pas assez grand et Walter avait toujours été généreux pour prêter de l'équipement. Elle pouvait aller le lui demander maintenant pendant qu'elle savait qu'il était dans la grange plutôt que d'accabler Gareth d'une tâche de plus le matin. La décision prise, Grace prit tranquillement son téléphone sur le comptoir et glissa par la porte arrière. La nuit était chaude et humide, typique pour juillet dans l'Iowa. Les grillons stridulaient dans l'obscurité et quelque part au loin, un chien aboyait. La marche jusqu'à la propriété de Walter le long de leur ligne de clôture commune était une qu'elle avait faite d'innombrables fois au fil des ans. Ils avaient tracé un chemin à travers l'herbe au fil de décennies de voisinage, emprunté des outils, partagé de l'équipement, aidé aux récoltes. Ce soir, elle utilisait la lampe de poche de son téléphone pour naviguer, le faisceau LED brillant coupant à travers l'obscurité. En marchant, Grace essaya de ne pas penser à la façon dont Nora et Cora avaient adoré rendre visite à oncle Walter, toujours excités de voir ses chats de grange et le vieux cheval de labour qu'ils gardaient plus comme animal de compagnie que pour le travail. Elle s'était sentie en sécurité sur sa propriété, tout aussi en sécurité qu'à la maison. La grange se dressait devant elle, une fine ligne de lumière visible sous la porte principale. Grace pouvait entendre le faible son du métal sur le métal. Walter, travaillant sur quelque chose, gardant ses mains occupées tout comme elle avait besoin de garder les siennes occupées. 10 minutes après avoir quitté sa maison, elle atteignit la poignée de la porte de la grange. Grace poussa la porte de la grange, les gonds grinçant doucement dans l'air nocturne. À l'intérieur, Walter était penché sur son établi, une lanterne à kérosène projetant des ombres dansantes sur les murs. Des outils étaient étalés devant lui, alors qu'il travaillait sur ce qui ressemblait à un carburateur. L'odeur d'huile de machine et de vieux foin emplissait l'espace. Au son de la porte, Walter leva les yeux surpris, la clé dans sa main claquant sur le sol en béton. Ses yeux étaient grands de choc, ne s'attendant clairement à personne à cette heure. « Grace ?» Il se redressa rapidement, essuyant ses mains sur sa salopette. « Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tout va bien ?»« Je suis désolé, » dit Grace, se sentant soudain ridicule pour la visite tardive. « J'ai vu vos lumières allumées et j'ai pensé... Est-ce que je vous dérange ?» « Non, non, bien sûr que non, » dit Walter, bien qu'il semblait se ressaisir, son choc initial s'estompant dans son comportement habituel de voisin. Il ramassa la clé tombée et la posa soigneusement sur le banc. « Je fais juste de l'entretien. Je ne peux pas dormir parfois, alors je viens ici et je travaille. Ça garde les mains occupées, vous savez ?» Il s'approcha, et dans la lumière de la lanterne, elle pouvait voir une véritable inquiétude gravée sur ses traits burinés. « Est-ce que tout va bien? Est-ce que Gareth va bien ?»« Il dort, » dit Grace. Enfin, l'épuisement la frappait d'un coup. « Et vous? Comment va votre tête ?» Il fit un geste vers le pansement sur son front. « C'est bon, juste une petite coupure. » Grace prit une respiration, poussant en avant avec la raison de sa venue. « Walter, j'ai besoin de vous demander une faveur. Pour les funérailles, nous devrons transporter des chaises de l'église, et notre camion n'est pas assez grand. Pourrions-nous emprunter votre remorque à plateau ?»« Bien sûr, » dit Walter immédiatement, sa voix pleine de sympathie. « Bien sûr que vous pouvez l'avoir, aussi longtemps que vous en avez besoin. »
Il se dirigea vers le coin de la grange où l'équipement était stocké. « Laissez-moi vous montrer où je garde tout. L'attelage, les sangles d'arrimage, les chaînes de sécurité. » Grace le suivit, reconnaissante pour son accord facile. Walter tira une bâche couvrant l'attelage de remorque et commença à expliquer la configuration. « Elle peut contenir environ 40 chaises si vous les empilez correctement, » disait-il, démontrant comment l'attelage à boules fonctionnait. « Le faisceau de câblage pour les lumières est juste ici. Parfois c'est capricieux, donc vous pourriez avoir besoin de le remuer. Et ces sangles ici, elles sont classées pour... » L'attention de Grace dériva alors que Walter parlait. Ses yeux errèrent dans la grange familière, prenant en compte le chaos organisé d'une ferme en activité. C'est alors qu'elle remarqua sa veste en jean jetée négligemment sur une balle de foin près de l'établi. Les poches de la veste étaient partiellement retournées, des objets personnels se déversant sur le foin, son portefeuille, un trousseau de clés, quelques reçus froissés, et un morceau de papier plié, partiellement ouvert. Même à plusieurs pieds de distance, Grace pouvait voir que c'était un dessin d'enfant. Les couleurs vives du crayon ressortaient aussi sur le papier blanc. Sans réfléchir, elle s'approcha, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le dessin montrait 2 figures en bâton, une petite fille, aux longs cheveux bruns étiquetés Clara, en lettres enfantines soignées, debout à côté d'un homme grand étiqueté Papa. La fille portait une robe bleue avec des fleurs et elle tenait la main de l'homme. Il y avait des cœurs dessinés autour d'eux et un soleil avec un visage souriant dans le coin. Le sang de Grace se glaça. La fille du dessin ressemblait exactement à ce que Cora aurait à 11 ans. Les mêmes longs cheveux bruns, la même façon de dessiner des visages que Cora avait développé dans ses cours d'art. Même l'écriture, la cote de sécurité sur ses sangles est importante. Walter parlait toujours derrière elle, inconscient. Vous ne voulez pas que des chaises s'envolent sur l'autoroute. Grace se força à détourner le regard du dessin, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Walter devait l'entendre. Elle réussit à se retourner vers lui, son visage soigneusement neutre malgré la terreur qui courait dans ses veines. « Merci, dit-elle, surprise que sa voix sonne normale. C'est vraiment utile. Je devrais rentrer avant que Garrett se réveille et s'inquiète. » Elle commença vers la porte, chaque instinct lui criant de courir. Mais alors qu'elle bougeait, l'expression de Walter changea. Son masque de voisin amical glissa, remplacé par quelque chose de froid et calculateur. « Grace » dit-il doucement. Elle était à 3 pas de la porte quand Walter bougea, plus vite qu'elle n'aurait pensé possible pour un homme de son âge. Il s'interposa entre elle et la sortie, et soudain, il y avait un fusil de chasse dans ses mains. Elle n'avait pas vu d'où il venait, mais maintenant son canon était pointé sur sa poitrine. « Vous avez vu le dessin de Clara » dit Walter, sa voix étrangement calme. « Je vous ai vu le regarder. »« Walter, je ne... » »« Ne me mentez pas, Grace. » Son ton était presque conversationnel, comme s'ils discutèrent du temps. « Vous savez maintenant, je peux le voir dans vos yeux. » L'esprit de Grace s'emballa, essayant de traiter l'impossible. « Cora ? Vous avez Cora ?» Le visage de Walter se tordit avec quelque chose qui aurait pu être du regret. « J'ai essayé si fort de vous épargner plus de douleur. 3 ans, Grace, 3 ans, j'ai gardé ce secret, vous regardant souffrir, vous et Garrett, voulant vous le dire, mais sachant que cela ne ferait que vous blesser davantage. Et maintenant, vous deviez juste venir ici ce soir. Où est-elle » La voix de Grace se brisa. « Où est ma fille ?» « Marchez » commanda Walter, faisant un geste avec le fusil vers l'arrière de la grange. Plus profondément, à l'intérieur, bougez. Grace n'avait pas le choix. Elle marcha lentement, ses jambes tremblant, alors que Walter suivait avec le fusil braqué sur son dos. « Elle m'appelle papa maintenant » dit Walter, sa voix prenant une qualité rêveuse. « Ça a pris du temps, mais les enfants s'adaptent. Ils oublient. Elle est heureuse, Grace. Je veux que vous sachiez ça. Elle a été heureuse ? Et Nora ?» Grace pouvait à peine sortir les mots. L'expression de Walter s'assombrit. « Elle est tombée malade. Il y a 2 ans. Une pneumonie, je pense. J'ai tout essayé. Des antibiotiques de l'approvisionnement vétérinaire, des antipyrétiques, même quelques vieux remèdes que ma grand-mère utilisait, mais elle continuait à empirer. » Grace sentit ses genoux se dérober, mais Walter la poussa avec le canon du fusil pour continuer à avancer. « Je ne pouvais pas l'emmener chez un médecin, continua-t-il, sa voix pragmatique. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Ils auraient aussi emmené Clara. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, mais elle était si petite, si fragile. Quand elle était morte, je l'ai conservée du mieux que j'ai pu jusqu'à ce que je puisse trouver quoi faire. » L'horreur totale de tout cela s'abattit sur Grace. Walter avait pris ses 2 filles, il les avait gardées cachées pendant 3 ans pendant qu'elle et Garrett mouraient à l'intérieur chaque jour sans savoir. Nora avait souffert et était morte sans sa mère, et Cora... « Elle est vivante ?» murmura Grace. « Cora est vivante ?»« Clara ?» corrigea Walter brusquement. « Son nom est Clara maintenant. Ma fille Clara. » Grace réalisa avec une horreur croissante qu'il avait eu Cora tout ce temps, juste de l'autre côté de la ligne de clôture, assez près pour qu'elle n'ait pu entendre la voix de sa fille par une nuit calme si elle avait seulement su écouter.
Walter poussa Grace avec le canon du fusil vers ce qui ressemblait à un mur solide au fond de la grange, mais alors qu'ils approchaient, elle le vit, une porte habilement dissimulée construite dans les panneaux de bois. Walter tendit la main devant elle pour la déverrouiller, révélant des escaliers en bois descendant dans l'obscurité. « Descendez !» commanda-t-il. Grace hésita en haut des escaliers qu'elle n'avait jamais su exister dans toutes ces années de visite de cette grange. Walter avait si bien caché cela, l'avait construit si soigneusement, les implications lui donnèrent la nausée. « Bougez !» dit Walter, sa voix plus dure maintenant. Elle descendit les marches en bois, sa main agrippant la rampe rugueuse. La température baissa alors qu'il descendait plus profondément et elle réalisa qu'il passait bien sous l'ancienne zone de stockage de nourriture. L'odeur la frappa alors, du fumier, épais et écrasant, bien sûr. L'énorme tas de fumier au-dessus masquerait toute odeur des chiens de recherche. La police avait été ici plusieurs fois dans ces premiers mois, leurs chiens reniflant chaque centimètre de la propriété de Walter, et n'avaient rien trouvé. Au bas des escaliers, une autre porte. Walter tendit la main autour d'elle pour l'ouvrir et Grace haleta. La pièce au-delà n'était rien comme le sous-sol brut auquel elle s'attendait. Les murs étaient de peints d'un rose doux, décorés d'autocollants de papillons. Une étagère se dressait contre un mur, rempli de livres pour enfants, des livres à chapitres pour les enfants plus âgés. Pas les livres d'images que ses filles avaient aimés il y a 3 ans. Un lit confortable avec une courte pointe faite à la main occupait un coin. Il y avait même un petit réfrigérateur, un micro-ondes, une zone de salle de bain derrière un rideau. Et à un bureau de taille enfant, une fille était assise en train de dessiner. Les jambes de Grace s'éderna presque. « Cora !» La tête de la fille se redressa brusquement et Grace vit sa fille, plus grande maintenant, son visage de bébé disparu, remplacé par les traits angulaires de l'adolescence approchante. 11 ans. Elle avait manqué 3 ans de la vie de sa fille. Mais c'étaient les yeux de Cora qui brisèrent le cœur de Grace, creux, craintifs, confus. À la vue de Grace, Cora tressaillit et recula, se pressant dans le coin derrière le bureau. Le cri d'angoisse de Grace se déchira de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Cora, bébé, c'est maman !»« Calmez-vous !» claqua Walter, la nervosité s'insinuant dans sa voix. Il garda le fusil braqué sur Grace alors qu'elle se déplaçait instinctivement vers sa fille. « Restez où vous êtes, vous lui faites peur. »« Qui est-elle » murmura Cora, sa voix dirigée vers Walter, pas Grace. « Papa, qui est-elle » Le mot « papa » était un couteau dans le cœur de Grace. Sa fille regardait Walter avec confiance, avec dépendance, tout en fixant sa propre mère comme une étrangère. « Je l'ai gardée en sécurité », dit Walter, sa voix prenant un ton défensif. « Regardez cette pièce. Regardez comme j'ai bien pris soin d'elle. Elle a été éduquée. Je l'ai scolarisée à la maison moi-même. Elle peut lire au niveau lycée. Elle connaît les mathématiques, les sciences, l'histoire. Elle a été ma fille Clara ces 3 années et elle a été heureuse. »« Cora » sanglota Grace, ignorant le fusil de Walter pour faire un autre pas vers sa fille. « Cora, chérie, c'est moi, c'est maman. S'il te plaît, bébé, regarde-moi. » Cora se pressa davantage dans le coin, ses yeux grands de peur. « Mon nom est Clara, » dit-elle d'une petite voix. « Je ne vous connais pas. » Walter s'interposa partiellement entre elles, le fusil ne vacillant jamais. « C'est la femme de l'accident, Clara. Tu te souviens que je t'ai parlé de l'accident ? C'est la femme qui a blessé ta sœur Nora. »« Non !» cria Grace avec horreur. « Non, Cora, ce n'est pas vrai ? Il te ment ? » ?»« Vous lui faites peur ?» dit Walter froidement. « Clara, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné sur les étrangers ? Sur les gens qui pourraient essayer de te confondre ?» Grace regarda sa fille hocher la tête, vit la confiance dans les yeux de Cora alors qu'elle regardait Walter et sentit son monde se briser à nouveau. 3 ans. 3 ans de mensonges, d'histoires tordues, de vies volées. « Cora, s'il te plaît » supplia Grace, les larmes coulant sur son visage. « Souviens-toi de notre ferme. Souviens-toi de ramasser des œufs ensemble chaque matin. Tu aimais la poule tachetée. Tu l'avais appelée Tache. Souviens-toi comment nous faisions des crêpes le samedi. Comment papa les faisait en formes amusantes. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Cora, de l'incertitude, peut-être un fragment de souvenir, mais ensuite elle secoua violemment la tête. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Papa Walter m'a sauvé, il m'a sorti de l'épave. Elle a été heureuse ici, » insista Walter, mais Grace pouvait entendre l'agitation grandir dans sa voix. Il faisait les 100 pas entre elle et les escaliers, luttant clairement avec la situation qui spiralait hors de son contrôle. Elle a tout ce dont elle a besoin. Des livres, des jeux, de l'éducation. Je l'emmène à l'étage dans la maison la nuit. Elle a aussi une belle chambre là-bas. Nous regardons des films ensemble, je lui apprends à cuisiner, nous faisons des projets artistiques. Regardez ses dessins. Les yeux de Grace balayèrent les dessins collés au mur. Des centaines d'entre eux. Des images d'une ferme, la ferme de Walter. Des images d'animaux. Et encore, des images d'un homme grand étiqueté papa, protégeant une petite fille de figures ombragées en arrière-plan. « S'il vous plaît » murmura Grace, ne sachant pas si elle suppliait Walter ou Dieu. « S'il vous plaît, c'est ma fille. » Les pas de Walter devinrent plus frénétiques. Le fusil tremblait légèrement dans ses mains.
Grace ne pouvait que prier pour que Garrett se réveille, réalise qu'elle était partie trop longtemps, vienne la chercher. Mais même s'il le faisait, saurait-il regarder ici, dans cette pièce cachée qui avait dissimulé sa fille pendant 3 ans? Papa? La voix de Cora était petite, incertaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleure-t-elle? Le visage de Walter se tordit. Le fantasme soigneux qu'il avait construit s'effondrait, et Grace pouvait voir qu'il le savait. Le son de pas au-dessus d'eux fit bondir le cœur de Grace. Des bottes lourdes sur le sol de la grange, puis « Walter, vous êtes là? Avez-vous vu Grace ?» La voix de Garrett. Il s'était réveillé, avait réalisé qu'elle était partie, était venu la chercher. Grace ouvrit la bouche pour crier un avertissement, mais Walter bougea avec une vitesse choquante. Le canon du fusil pressa fort contre ses côtes, et son souffle était chaud contre son oreille. « Pas un bruit, murmura-t-il. Vous faites du bruit, essayez de l'avertir, essayez de monter, et je devrais vous tirer dessus tous les deux. La fille n'a pas besoin de voir ça. » Les yeux de Grace se posèrent sur Cora, toujours blottie dans le coin, regardant avec des yeux grands et effrayés. Walter avait raison. Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas laisser sa fille être témoin de plus de violence. « Restez là, commanda Walter, toutes les deux, ne bougez pas. » Il recula vers les escaliers, gardant le fusil braqué sur Grace jusqu'au dernier moment, puis il montait, tirant la porte cachée fermée au-dessus de lui. Grace entendit le loquet cliquer en place. « Walter ?» La voix de Garrett vint à nouveau, étouffée maintenant à travers le sol. « Votre camion est là. » Grace a dit qu'elle venait demander pour la remorque. « J'arrive !» cria Walter, sa voix incroyablement décontractée. Grace entendit ses pas se déplacer sur le sol de la grange au-dessus. Oui, elle était là plus tôt. Elle a demandé pour la remorque pour les funérailles. Je lui ai montré où tout était, puis elle est repartie. Vous avez dû juste la manquer. Elle n'est pas à la maison, dit Garrett, et Grace pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. Ça fait plus d'une demi-heure. Elle a probablement pris le long chemin du retour, suggéra Walter. Vous savez comment c'est? Parfois vous avez besoin de marcher pour vous éclaircir les idées. Sacrée journée que vous avez eue. Grace regarda sa fille, Cora qui la regardait avec une confusion terrifiée. C'était peut-être leur seule chance, si Walter convainquait Garrett de partir, s'il redescendait ici avec ce fusil. Elle pensa à Nora, à la façon dont son bébé était mort malade et effrayé en captivité chez cet homme. Elle pensa à 3 ans sans savoir, à la police les traitant comme des suspects, alors que leur fille était juste là, juste de l'autre côté de la ligne de clôture. Rassemblant chaque once de courage qu'elle avait, Grace se précipita vers les escaliers. Ses mains frappèrent durement la porte cherchant à tâtons le loquet, le trouvèrent, passèrent au travers. « Garrett, il a Cora !» cria-t-elle. « Il a notre bébé !» La scène dans la grange éclata dans le chaos. Walter se retourna d'où il avait mené Garrett vers la porte. Son visage se contorsionna de rage et de désespoir. Le fusil, il l'avait appuyé contre le mur de la grange en parlant à Garrett, essayant de paraître normal. Walter se jeta vers l'arme. Grace se jeta en avant, sachant qu'elle devait l'atteindre en premier où ils étaient tous morts. Ses mains se refermèrent sur le canon, juste au moment où Walter saisissait la crosse. Ils luttèrent de violemment, le fusil entre eux. Walter était plus fort, des années de travail à la ferme lui donnant un avantage. Le canon balançait sauvagement alors que Grace se battait pour l'empêcher de prendre le contrôle. « Grace !» La voix choquée de Garrett traitant toujours ce qu'elle avait crié. « Quoi ? Il a Cora !» halta Grace entre les luttes. « En bas, pièce cachée. » La compréhension s'abattit sur le visage de Garrett. Il n'hésita pas, ne questionna pas. Il se lança sur Walter par le côté, tous les trois maintenant emmêlés dans une lutte désespérée pour l'arme. Le fusil se balançait entre eux, le doigt de Walter dangereusement proche de la gâchette. Grace sentit sa prise glisser, la force supérieure de Walter la submergeant lentement. Garrett avait ses mains sur la crosse maintenant aussi, 4 mains se battant pour le contrôle d'une arme. Un moment de clarté frappa Grace, elle ne pouvait pas gagner ce combat, mais elle pouvait s'assurer que quelqu'un survive pour sauver Cora. Elle lâcha prise. Le relâchement soudain envoya Walter trébucher en arrière, avec Garrett toujours aux prises avec lui. Grace n'attendit pas de voir ce qui se passait. Elle courut, hors de la grange, dans la nuit, ses jambes pompant aussi vite qu'elles pouvaient la porter. Derrière elle, elle pouvait entendre les hommes s'écraser dans l'équipement, grognant d'effort, le cliquetis des outils renversés dans leur lutte. La maison. Elle devait atteindre la maison, appeler à l'aide. Ses poumons brûlaient alors qu'elle sprintait le long de la ligne de clôture. Derrière elle, un cri de douleur, elle ne pouvait pas dire de qui. Les lumières de la maison l'appelaient en avant. Elle s'écrasa à travers la porte arrière, les poumons haletants, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine composer. « 911, quelle est votre urgence ?»« C'est Grace Whitfield, 4782 County Road 12, » cria-t-elle dans le téléphone. « Walter Brennan a ma fille? Il l'a depuis 3 ans? Mon mari se bat avec lui, il a un fusil. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. »« Madame, ralentissez. Vous avez dit que quelqu'un a votre fille? Il l'a kidnappée il y a 3 ans. Elle est dans une pièce cachée sous sa grange. S'il vous plaît, ils se battent. Il a un fusil de chasse. »
Des officiers sont en route, madame. Restez en ligne. Grace lâcha le téléphone. Le pistolet de secours de Garrett, il le gardait dans le tiroir de la cuisine. Ses mains se refermèrent sur la poignée familière. Elle n'avait tiré qu'une fois, il y a des années quand Garrett avait insisté pour lui apprendre, mais il était chargé et prêt. Elle courut de nouveau dans la nuit, l'arme lourde dans ses mains. Déjà, elle pouvait entendre des sirènes au loin. Iowa, rural ou pas, un enlèvement en cours amenait tout le monde. Au moment où elle atteignit la grange de Walter, des lumières rouges et bleues peignaient le ciel. Des voitures de police dérapèrent dans la cour, des officiers sautant avec des armes dégainées. Une ambulance suivit, puis plus de voitures, police d'État, département du shérif, même des véhicules banalisés. Grace entra en trompe dans la grange pour trouver Garrett debout au-dessus de Walter qui se tordait sur le sol. Du sang suintait entre les doigts de Walter là où il tenait sa jambe. Le fusil de chasse gisait à plusieurs pieds de distance. Dans la lutte, il s'était déchargé. « Garrett !» Grace courut vers lui, vérifiant frénétiquement les blessures. « Es-tu blessé ?»« Je vais bien, halta-t-il. Le fusil s'est déclenché quand nous nous battions. » L'a touché à la jambe. « Grace, as-tu dit, est-ce que Cora est vraiment ?»« Par ici ?» Grace appela les officiers du SWAT qui envahissaient de maintenant la propriété. « Il y a une porte cachée ? Ma fille est en bas ?» Elle n'attendit pas qu'il sécurise la scène. Pendant que les ambulanciers se précipitaient pour traiter Walter, le gardant retenu même pendant qu'il travaillait, Grace courut vers la porte cachée. Elle l'ouvrit d'un coup sec et dévala les escaliers. Cora était exactement là où elle l'avait laissée, pressée dans le coin, des larmes coulant sur son visage. « Papa Walter » pleurait-elle. « Je veux Papa Walter » Le cœur de Grace se brisa à nouveau, mais elle poussa à travers la douleur. Elle rassembla sa fille dans ses bras, tenant fermement même alors que Cora se débattait. « C'est bon bébé » murmura Grace. « C'est bon, tu es en sécurité maintenant. Je t'ai. » Les photographes de la police descendaient déjà les escaliers, documentant tout. Les dessins couvrant les murs, des centaines d'entre eux. Les cahiers d'école à la maison soigneusement empilés sur l'étagère. Le calendrier où Walter avait marqué 3 ans de jours volés avec de petites étoiles et des visages souriants. Preuve d'une vie vécue en captivité, d'une enfance volée et refaite. Grace porta Cora dans les escaliers, les bras de sa fille finalement, timidement, s'enroulant autour de son cou. Ils émergèrent dans un chaos de lumière clignotante, au moins 20 véhicules d'urgence, d'autres arrivant à chaque instant. La plus grande scène de crime que le comté de Cedar ait jamais vue. Garrett se précipita vers eux immédiatement, des larmes coulant sur son visage alors qu'il les enveloppait toutes les deux dans ses bras. « Cora » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Ma petite fille » Mais Cora se raidit dans leur étreinte, tournant son visage loin de Garrett pour regarder vers la grange où les ambulanciers chargeaient Walter sur une civière. « Papa » appela-t-elle, sa voix petite et confuse. « Qu'est-ce qui arrive à papa ?» Une femme officier s'approcha d'eux doucement, une couverture de choc dans ses mains. « Nous devons l'emmener à l'hôpital » dit-elle doucement. « Vous devriez venir aussi tous les deux. Les détectives auront besoin de déclarations, mais cela peut attendre. Votre fille a besoin de soins médicaux d'abord. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ambulance en attente, Grace aperçut le shérif Daniels, son visage un mélange de soulagement et d'horreur. Il avait été leur ami pendant tant d'années, avait aidé à chercher les filles, n'imaginant jamais qu'elles étaient juste de l'autre côté de la limite de propriété tout le temps. Le poids de cet échec était écrit dans chaque ligne de son visage buriné. Les lumières fluorescentes de l'aile chirurgicale du Cedar County Hospital projetaient des ombres dures alors que le détective Morrison était assis à côté du brancard de Walter Brennan. Walter était sous garde policière, 2 officiers stationnés à l'extérieur de la salle de récupération, sa jambe droite lourdement bandée là où la chevrotine avait déchiré le muscle et brisé l'os. L'anesthésie se dissipait et Morrison avait attendu ce moment. Cet état crépusculaire où les inhibitions étaient abaissées mais l'esprit était assez clair pour parler. Les yeux de Walter s'ouvrirent en papillonnant, non focalisés au début, puis s'aiguisant alors qu'il se posait sur l'insigne de Morrison. « Monsieur Brennan » dit Morrison doucement, son enregistreur numérique déjà en marche. « Je suis le détective Morrison. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu une opération à la jambe, comprenez-vous » Walter hocha lentement la tête, sa bouche sèche. Une infirmière lui fournit de l'eau à travers une paille, puis recula hors de la pièce sur le geste de Morrison. « J'ai besoin de vous informer de vos droits » commença Morrison, mais Walter l'interrompit. « Je vais tout vous dire » dit-il, sa voix rauque mais claire. « Ils méritent de savoir ce qui est arrivé à leur fille. » Morrison garda son expression neutre malgré le frisson qui descendit le long de sa colonne vertébrale. « Commencez par le début » Les yeux de Walter devinrent distants, regardant au-delà de Morrison vers quelque chose que lui seul pouvait voir. « Je les ai regardés grandir, vous savez, de l'autre côté de la limite de propriété. Grace les amenait bébés pour travailler dans son jardin, installer ce petit parc sous le chêne. Elles ont fait leurs premiers pas dans cette cour. J'ai tout regardé. » Sa voix prit une qualité nostalgique.
Après la mort de Daniel, après que Mary m'ait quitté, ses filles y sont devenues. Elles étaient comme la lumière du soleil, la seule chose brillante que je pouvais voir depuis ma propriété. Elles me faisaient des signes quand elles me voyaient dans mes champs, m'appelaient oncle Walter. L'enlèvement, incita Morrison doucement. Parlez-moi de ce jour il y a 3 ans. Les mains de Walter bougeaient, sans repos, sur la couverture d'hôpital. Ce n'était pas spontané. J'avais planifié pendant des mois. J'ai d'abord construit cette pièce sous la grange, ça m'a pris près d'1 an travaillant seulement la nuit. Je devais faire attention à la ventilation, à l'insonorisation. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entendre. Morrison lutta pour empêcher sa révulsion de se montrer. La préméditation était glaçante. Je connaissais leur routine, continua Walter. Je savais que Grace et Garrett ne pouvaient pas voir le stand d'œufs depuis leur maison. J'avais soigneusement vérifié les lignes de vue. Les filles me faisaient complètement confiance. Pourquoi ne le feraient-elles pas? J'avais été oncle Walter toute leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai conduit jusqu'à leur stand comme n'importe quel autre client. Je leur ai dit que j'avais besoin de 2 douzaines d'œufs pour une vente de pâtisserie de l'église, mais que j'avais oublié mon portefeuille. J'ai demandé si ça les dérangerait de venir avec moi à ma ferme pour être payés. La voix de Walter se brisa légèrement. Elles sont montées directement dans mon camion. Nora bavardait sur le fait que l'école allait bientôt commencer. Cora avait sa poupée préférée. Et ensuite, je les ai d'abord emmenées à la grange. Je leur ai dit que je voulais leur montrer les nouveaux chatons. Elles adoraient les animaux, surtout Cora. Une fois qu'elles étaient dans la pièce, il s'arrêta, avalant difficilement. Je leur ai dit qu'il y avait eu un accident, que leurs parents étaient blessés et que j'allais m'occuper d'elles jusqu'à ce que tout soit réglé. Morrison prit des notes, son estomac se retournant. « Qu'en est-il de Nora? Dites-moi ce qui lui est arrivé. » La composition de Walter se brisa finalement, des larmes glissant sur ses joues de burinées. « Elle est tombée malade il y a 2 ans, au printemps de l'année dernière. Ça a commencé comme juste une toux, mais c'est devenu pire. Forte fièvre, difficulté à respirer. Je pense que c'était une pneumonie. Pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée chez un médecin? Comment aurais-je pu? » La voix de Walter s'éleva légèrement. « Ils auraient emmené Clara. J'ai tout essayé. Des antibiotiques de l'approvisionnement vétérinaire, des antipyrétiques, même quelques vieux remèdes que ma grand-mère utilisait. Clara m'a supplié de chercher de l'aide pour sa sœur, mais je ne pouvais pas risquer. » Morrison dut faire une pause dans l'enregistrement brièvement alors que Walter s'effondrait complètement. Quand il se ressaisit, l'histoire continua, chaque détail plus horrible que le dernier. Elle s'est détériorée pendant 3 semaines, je suis resté avec elle constamment, essayant de la garder confortable. Clara ne quittait pas son côté. Quand elle a finalement... Walter ne pouvait pas dire le mot. Je l'ai enveloppée dans des couvertures et l'ai mise dans le grand congélateur de mon hangar de traitement. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Le bidon de lait, incita Morrison, bien que le détective à côté de lui ait dû sortir de la pièce. Je me souvenais les avoir vus lors de la vente aux enchères de la grange des Whitfield il y a des années. Je me suis faufilé une nuit et en ai pris un, puis j'ai... La voix de Walter tomba à un murmure. J'ai dû la faire rentrer. J'ai utilisé les outils de mon hangar de traitement. J'ai attendu l'inondation printanière pour la mettre dans le ruisseau. Je pensais que l'eau l'emporterait loin ou si quelqu'un la trouvait, il soupçonnerait de les parents. Le bidon venait de leur ferme, après tout. Morrison se força à continuer. « Parlez-moi de Cora. Comment avez-vous réussi à la cacher pendant toutes les recherches ?» Walter sembla se renforcer légèrement, une fierté troublante entrant dans sa voix. Je la déplaçais entre la pièce de la grange et la maison. J'avais une belle chambre aménagée dans le grenier. C'était la chambre de Daniel. Je l'ai peinte en rose, j'ai acheté tous les jouets et livres qu'une fille pourrait vouloir. Pendant les recherches, je la gardais dans l'endroit qu'il ne vérifiait pas. Les chiens n'ont jamais trouvé la pièce de la grange à cause du tas de fumier au-dessus. Et qu'avez-vous dit à propos de sa famille? Qu'ils étaient morts dans un accident de voiture avec sa sœur, que je l'avais tirée de l'épave, sauvée. Elle était assez jeune pour qu'après quelques mois, elle ait commencé à y croire. Elle m'appelait Papa, disait que son nom était Clara. Dans le service pédiatrique 2 étages plus haut, Grace était assise dans une chaise inconfortable à côté du lit de Cora, tenant la main de sa fille, même si Cora essayait constamment de la retirer. La psychologue pour enfants, Dr Helena Marsh, travaillait doucement avec la fille, qui serrait un ours en peluche usé, l'un des nombreux jouets que Walter avait fournis. « Clara, peux-tu me parler de tes dessins ?» demanda le docteur Marsh, tenant l'un des centaines qu'ils avaient récupérés de la propriété de Walter. « Mon nom est Clara ?» insista Cora, sa voix petite mais ferme. « Papa dit que vous essayez de me confondre. Il m'a prévenu des méchantes personnes qui pourraient essayer de m'emmener. » Grace se mordit la lèvre pour s'empêcher de sangloter. Sa fille était juste là, vivante, respirant, mais aurait tout aussi bien pu être une étrangère. Les dessins étalés sur la table de l'hôpital montraient une vie heureuse, une fille et son papa lisant ensemble, cuisinant, jouant à des jeux, et toujours, en arrière-plan, des figures ombragées, étiquetées « méchantes personnes » dont papa la protégeait. « Qu'est-il arrivé à ta sœur ?» demanda le docteur Marsh doucement. Le visage de Cora s'effondra.
Elle est tombée malade. Papa a essayé de la sauver, mais elle est morte. Ce n'était pas sa faute. Il a fait tout ce qu'il pouvait. En bas, dans le service chirurgical, Walter parlait toujours, les mots sortant comme une confession dans une cathédrale. Je l'ai scolarisée à la maison en utilisant un programme en ligne. Elle est brillante, lit au niveau lycée maintenant. Je lui ai enseigné les mathématiques, les sciences, l'histoire. Nous avions du temps d'art chaque après-midi. Elle adore dessiner. Et elle n'a jamais remis en question l'histoire de ses parents? Elle l'a fait au début, mais les souvenirs des enfants s'estompent. Je lui montrais des articles de journaux sur des accidents de voiture, lui disais que c'était ce qui était arrivé à sa famille. Après 1 an, elle a arrêté de demander. Après 2, elle m'appelait papa sans y être incitée. À la 3e année, elle était complètement Clara. Le détective principal entra dans la pièce, s'étant recomposé. Monsieur Brennan, nos psychiatres ont terminé leur évaluation initiale. Vous avez été diagnostiqué avec un trouble délirant sévère découlant de la mort de votre fils. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les yeux de Walter flashèrent. Je ne suis pas fou. J'aimais ses filles. J'étais un bon père pour elles. Vous les avez kidnappées. Nora est morte sous vos soins. Cora ne sait même plus qui elle est, vraiment. Clara, corrigea Walter brusquement. Son nom est Clara. Et elle est heureuse. Elle a été heureuse. De retour dans le service pédiatrique, le docteur Marsh expliquait la longue route à venir à Grace et Garrett, qui étaient arrivés après avoir donné sa propre déclaration à la police. Elle vit dans une réalité alternative depuis 3 ans, dit doucement le docteur Marsh. Dans son esprit, Walter est son père. Vous êtes des étrangers qui essaient de l'emmener loin de la seule vie dont elle se souvient. Il faudra des mois, peut-être des années, pour qu'elle traite la vérité et se réajuste. « Mais elle le fera ?» demanda Grace désespérément. « Elle se souviendra de nous éventuellement ?» La récupération de la mémoire chez les enfants est complexe. Certains souvenirs peuvent revenir, d'autres sont probablement perdus à jamais. Le traumatisme de voir sa réalité perçue brisée, ça va être un voyage difficile. Elle aura besoin d'une thérapie intensive, de patience et de temps. Grace regarda sa fille, qui dessinait encore, toujours en train de dessiner, comme si elle pouvait donner un sens au monde à travers des crayons et du papier. Nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Elle est vivante. C'est tout ce qui compte. Mais même en le disant, son cœur se brisait pour Nora, qui était morte malade et effrayée, appelant une mère qui ne pouvait pas venir. L'enfant qui avait été jeté comme des ordures par un homme qui prétendait l'aimer. Alors que Walter était préparé pour le transport à la prison du comté, il fut roulé devant le hall de l'hôpital où Grace et Garrett remplissaient des papiers. Il les vit à travers les portes vitrées et cria, sa voix portant malgré les tentatives des gardes de le faire taire. « Je les aimais toutes les deux !» cria-t-il. « J'étais un bon père pour elles. Dites à Clara que je l'aime, dites-lui que papa l'aime. » Grace se détourna, incapable de regarder l'homme qui avait volé 3 ans de leur vie, qui avait tué une fille et fait un lavage de cerveau à l'autre. Le bras de Garrett entoura ses épaules, alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur le visage désespéré de Walter, toujours perdu dans l'illusion qu'il avait sauvé les filles plutôt que de les détruire.